invité ce matin, Aurélien Rousseau. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Alors, Aurélien Rousseau, je rappelle que vous avez été ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, et que vous avez dirigé l'ARS Île-de-France à l'époque du Covid. C'était il y a 4 ans. Nous sommes en janvier. Et en janvier, il y a 4 ans, le 24 janvier, je crois, premier mort en Chine. 5 ans officiel. même. 5, oui, mais 5 oui, ans. On est en 2025, je suis bête, pourquoi je dis 4 ans? Ouais. Mais je suis encore en 2024, moi. 5 ans, effectivement. Et je rappelle aussi que vous avez dirigé le cabinet d'Elisabeth Borne à l'époque de la réforme des retraites de 2023. Hein, c'est bien cela? Absolument. Bon, vous êtes aujourd'hui député Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann. Vous siégez à l'Assemblée nationale avec le PS. Déclaration de politique générale de François Bayrou cet après-midi à 15h à l'Assemblée nationale. Vous y serez, évidemment. Qu'attendez-vous de ce discours ? J'attends de ce discours qu'on soit dans une démarche qui corresponde au moment politique où on est et qui corresponde à ce qu'on entend quand on est sur le terrain. Moi, quand je suis dans les Yvelines, les gens, ils me parlent d'abord de stabilité, de visibilité, puis de pouvoir d'achat, de santé, les sujets concrets. Donc, stabilité. Donc, les Français veulent un budget, par exemple. Les Français veulent un budget et ils veulent aussi des avancées. Donc, c'est ça qu'on doit leur offrir. Et ça a un nom qu'il est plus facile de prononcer que de construire, ça s'appelle le compromis. Mais ça, on doit apprendre collectivement à le faire. Et le compromis, c'est pas s'envoyer des lignes rouges à la figure, et c'est pas non plus qu'il y en ait un qui soit le vainqueur absolu sur l'autre. Alors, où en est-on du fameux compromis entre le gouvernement et une partie de la gauche ? J'exclus LFI qui s'est exclu. Ah, c'est pas moi qui exclus, c'est LFI qui s'est exclu. Où en est-on de ce fameux compromis ? Que savez-vous ce matin, Aurélien Rousseau ? Alors moi, je pense que dans une discussion, parce qu'il y a eu une vraie discussion, oui. Et on peut donner acte au gouvernement de François Bayrou d'avoir d'abord entamé et conduit ces discussions avec la gauche, et ça c'est un changement par rapport à la stratégie qu'avait retenu Michel Barnier. Donc il y a eu des discussions de fond avec les différents ministres, avec Monsieur Lombard, avec Madame Vautrin, avec Madame Borne, avec le Premier ministre. Donc moi, on est dans les dernières heures. Je sais ce que c'est pour avoir participé à la rédaction de plusieurs d'entre eux, la préparation d'une déclaration de politique générale. On verra à la fin. Moi, ce que j'attends, c'est assez simple, je vais le résumer comme ça. Allez-y. C'est de pouvoir aller dans la circonscription des Yvelines où je suis l'élu et de dire aux citoyens, pas seulement ceux qui ont voté pour moi, leur dire voilà, il y avait ça sur la santé, on a réussi à obtenir mieux. Il y avait ça sur l'éducation, on a réussi à obtenir mieux. Il y avait rien ou très peu sur l'écologie, on a réussi à obtenir mieux. Et il y a le fameux sujet, évidemment, on va y revenir, des retraites. Et on a réussi à engager un changement structurel sur cette réforme. Moi, le sujet d'un compromis, c'est pas de gagner tout le programme, rien que le programme. C'est d'obtenir des choses concrètes qui vont changer la vie des gens. Moi, je vois à l'hôpital de Meulan en Yvelines, ils ont besoin qu'on rehausse ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif de dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire la dépense hospitalière. C'est ça du très concret. Bien, on se rapproche d'un accord sur les retraites, c'est clair. C'est ce que dit Olivier Faure, on se rapproche d'un accord. Un accord, alors, suspension, pause sur la réforme des retraites, je ne sais pas. Je rappelle que vous étiez directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, que vous avez travaillé sur cette réforme des retraites de 2023. L'abrogation, vous êtes opposé à l'abrogation, j'imagine. Alors, je réponds très directement. Oui. Vous vous rappelez, vous avez évoqué le Covid. Moi, le Covid, il y a 5 ans, il y a plein de moments où, même à votre micro, j'ai dit, on ne sait pas où on s'est planté. Moi, je dis, la réforme des retraites, je mesure aujourd'hui, plus que je ne le mesurais quand j'étais auprès d'Elisabeth Borne, à quel point les conditions d'approbation de cette réforme, la rupture avec les partenaires sociaux
ont laissé une tranchée, une saignée qui fait qu'elle ne peut pas être mise en œuvre comme on le pensait. Donc je pense qu'il faut redonner la main aux partenaires sociaux. Donc avec une conférence, avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les salariés, le patronat et le gouvernement. Oui, et tripartite et on pourrait discuter de quoi? Mais moi je pense qu'il faut se dire les choses, et c'est pour ça aussi. Oui. On a un système de retraite qui est en déséquilibre, donc il faut poser les enjeux financiers. Il faut une réforme des retraites. Moi, je pense que je n'ai aucun problème pour me dire que c'est pas. Je vais travailler au-delà de 62 ans, au-delà de 64 ans, et je voudrais que ceux qui ont eu des boulots extrêmement pénibles puissent partir toujours à 60 ans. C'est ça le sujet d'une réforme des retraites. On a à plein de reprises pas été loin d'un accord avec les partenaires sociaux, mais il n'a pas eu lieu. Donc redonner la main aux partenaires sociaux dans cette perspective-là, pour moi, ce serait, alors je ne sais pas ce que François Bayrou va annoncer tout à l'heure, mais ce serait un acquis extrêmement important. Apparemment, on se rapproche d'un accord, c'est ce que dit Olivier Faure. Donc si on se rapproche d'un accord, c'est qu'il y a eu de chaque côté une évolution et des concessions. Un compromis, c'est ça. On fait des concessions les uns les autres. Mais moi, j'ai fait campagne avec le programme du nouveau Front populaire. Je constate, je constate que nous ne sommes pas majoritaires. Donc, on doit faire des pas. Et là où c'est quelque chose que je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que je pense que ça va durer longtemps. Le fait qu'il n'y ait plus deux blocs avec un bloc majoritaire et un bloc dans l'opposition, on va devoir apprendre ça dans la durée, à faire des compromis. Et je vais vous dire, le compromis, c'est pénible, c'est plus compliqué que d'être dans l'opposition et que de gueuler tranquillement, et c'est plus risqué électoralement. Mais le pays tel qu'il est aujourd'hui, quand on a ce qui se passe aux États-Unis, les immixtions de Monsieur Musk dans la vie politique de l'Europe, je vais y revenir. Il faut se bouger pour l'intérêt du pays. Bon, alors Aurélien Rousseau, se bouger, ça veut dire que vous ne voterez pas de censure jeudi. Moi, encore une fois, j'attends de voir le discours, la déclaration de politique générale. On est à quelques heures, donc je vais réfréner mon impatience. Oui. J'attends et je verrai. Moi, je me battrai jusqu'à la dernière minute avec Place Publique, avec Raphaël Glucksmann pour être un contributeur à la fois à cette méthode et à cet esprit du compromis. Et on n'est pas en train de construire un accord de gouvernement avec le gouvernement. On est en train de construire, c'est différent. Moi, je serai dans l'opposition, mais je pense que censurer un gouvernement, il y a une forme de gravité qu'il faut qu'on ait en tête dans la période où on est. Oui. Mais je serai résolument dans l'opposition. Bien, dans la période dans laquelle on est, on ne censure pas, si je comprends bien. On essaie de trouver des compromis. S'il y a des avancées, c'est pas un argument d'autorité. Il faut qu'il y ait des avancées. Je l'ai dit, santé, éducation, retraite. Donc sur le budget, plutôt sur le budget. Et si le gouvernement ne tient pas des engagements qu'il a donnés, de toute façon, on se retrouve sur le budget et sur le budget de la sécurité sociale. Alors vous disiez, il y a rupture à gauche. Que les choses soient claires, Aurélien Rousseau. Aujourd'hui, il y a deux gauches. Il y a la vôtre, celle du Parti socialiste, peut-être celle des écologistes et des communistes, et puis il y a celle des LFI. On est bien d'accord, Aurélien Rousseau. C'est clair. Maintenant, c'est clair. Je pense que il y a effectivement, en tout cas, deux appareils qui sont allés dans deux directions différentes. Et en même temps, je le vis moi là aussi au quotidien. Il y a des militants de la France insoumise qui sont toujours engagés. Oui, mais le NFP, c'est fini. C'est fini. Le NFP, c'était électoralement à un moment donné pour barrer la route au RN. Moi, je suis fier d'avoir participé à cette alliance et je pense que ça a contribué. Aujourd'hui, on constate que sur pas mal de sujets, on n'est pas aligné et on n'est pas en accord. Alors justement, élection législative partielle de l'Isère, première circonscription, second tour. Le candidat LFI sera opposé à la candidate Renaissance. Raphaël Glucksmann ne soutient pas le candidat LFI et vous ? Moi, je suis sur cette ligne-là. On voit bien aujourd'hui dans le contexte où on est. Encore cette semaine, moi, il y a des déclarations qui me font bondir si j'étais capable de bondir. Donc je pense qu'il y a un moment où il y a de la clarification, mais ça ne veut pas dire que Est-ce que vous voteriez les filles dans l'Isère ?
Non, je ne voterai pas LFI dans l'Isère, à l'heure où on se parle, avec par ailleurs du respect pour l'engagement du candidat LFI Lies Loufoque, qui a mené un combat sur l'enfance en danger que je respecte. Mais aujourd'hui, c'est aussi un sujet de politique nationale. C'est une élection législative. Il y a énormément de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, comme il y a énormément de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord avec Renaissance. On n'est pas en train d'essayer de reconstituer une espèce de bloc central. Le mouvement, le parti Place Publique, c'est un mouvement social-démocrate, c'est pas un mouvement du en même temps. Bien, Aurélien Rousseau, vous dirigiez donc l'ARS d'Île-de-France pendant le Covid il y a 5 ans. Le 24 janvier 2020, premier mort. Les antivax, j'ai une question parce que vous avez été brocardé, insulté, menacé par les antivax quand vous présidiez l'ARS, l'Agence régionale de santé, je précise ce qu'est l'ARS. Est-ce que les antivax ont contribué à multiplier le nombre de morts, selon vous? Ben écoutez, oui. Je crois que oui. Voilà, je crois que je comprends très bien que on ait individuellement de la réticence ou des interrogations sur la vaccination, mais qu'on défile sur les plateaux pour appeler à la non-vaccination. Ça, j'avoue que ça me rend dingue. Et ce qui se passe en ce moment, on a des services d'urgence qui sont en train de crever avec des gens qui sont avec des grippes très sévères et qui ne sont pas vaccinés, avec un taux de vaccination qui est 40 points inférieur à celui qu'il est en Grande-Bretagne. Moi, les gens sont... C'est là que la liberté individuelle et l'intérêt collectif, ils se retrouvent un peu. Parce qu'on a quelquefois les mêmes qui vous expliquent qu'il faut vraiment pas se faire vacciner parce que soit on va tous mourir, soit on aura la 5G injectée, mais qui après vous disent l'hôpital va très mal. Il y a un sujet de responsabilité. Oui, l'hôpital ne va pas bien, mais on y contribue. Vous avez vous-même, pas vous personnellement, mais certains responsables à l'époque ont entretenu une sorte de confusion quand certains disaient que le vaccin empêchait la transmission du virus. J'ai entendu cela. Mais vous avez raison, et je le disais tout à l'heure. On a avancé dans un brouillard absolu. On a avancé à tâtons. Ce qui est sûr, c'est que le vaccin, dans ses impacts, il a fait des formes beaucoup moins graves de Covid. Et d'ailleurs, les Français, ne rêvons pas, les Français, ils se sont, rappelez-vous la polémique quand on n'avait pas assez accès à la vaccination. La vaccination au vaccin ARN, elle a été massive. Ce vaccin, il a été testé, c'était pas un vaccin expérimental. On a accéléré les procédures, mais des centaines de milliers de personnes l'ont testé. Le vaccin contre la grippe, il a été administré des milliards de fois. Le vaccin contre les infections au papillomavirus que j'ai lancé quand j'étais ministre de la Santé, il a été lui aussi administré des milliards de fois, il va préserver de cancer dans 10 ans, dans 20 ans, des populations entières. Et c'est ça qui fera que notre système de santé tiendra, avec ces outils de prévention. Et le vaccin, c'est l'outil le plus basique. Voilà. Alors évidemment, en santé publique, sur des millions de gens, il y a toujours quelques effets. Je le dis individuellement, on peut avoir cette interrogation, mais en termes de politique publique, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut pousser la vaccination. Lundi prochain, je recevrai Raphaël Glucksmann, le jour de l'investiture de Donald Trump. Est-ce qu'Elon Musk est un danger pour les démocraties européennes et pour l'Union européenne, selon vous ? Moi, je pense que oui, c'est un danger pour le modèle même de démocratie libérale, au sens politique du terme, avec cette ingérence qu'il fait dans les politiques sur, on l'a vu sur l'Allemagne, on le voit sur la Grande-Bretagne, ça viendra très vite sur la France. Hein, il ne faut pas rêver là-dessus. Et puis parce que il a un outil entre les mains, des outils entre les mains de propagande, parce que ça, il faut dire les mots. C'est un mot un peu à l'ancienne. Mais l'algorithme de X Twitter, ça peut être un outil massif de propagande, même si, pareil, hein, il faut qu'on sorte de notre bulle les uns et les autres. Twitter, c'est pas que ce soit à Mars, à Saint-Hilaire de Brethmas ou à Vaux-sur-Seine, les gens ne vivent
vivent pas dans une bulle Twitter. Marseille Saint-Hilaire-de-Brethmas, c'est dans le Gard, je voudrais préciser. Bon, Voilà, donc. Oui. Non mais donc on n'est pas dans un monde clos, mais oui, aujourd'hui, il en veut à la démocratie libérale. Oui, il en veut à la démocratie libérale. Néanmoins, est-ce que vous êtes favorable à une interdiction? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'interdiction? J'entends ici et là. Moi, je par crois exemple, Sandrine Rousseau qui dit il faut quitter Twitter, quitter X. Moi, je crois que aujourd'hui, Musk, Trump ou la Chine, ça nous impose une chose, une France forte dans une Europe très forte. Et c'est à l'échelle de l'Europe. Et ces grands capitalistes, ce qui leur fait plus peur que l'interdiction, c'est la régulation, les menaces financières, et c'est ça qu'on doit mettre en œuvre à l'échelle européenne. Je crois plus à ça qu'à manier l'interdiction, qui est quelque chose c'est peut-être, ça fait plaisir de se le dire, mais à la fin, on a des outils de régulation et on a des outils d'intervention quand on a des ennemis de la démocratie qui utilisent certains outils. Voilà. Et Musk, à la fin, le langage qu'il parle, c'est le langage du fric, et ça, c'est à mon avis le plus entendable. La crise entre la France et l'Algérie, il y a une question qui m'intéresse beaucoup. Vous avez été ministre de la Santé. Est-il vrai que tous les dignitaires algériens viennent se faire soigner en France, et souvent gratuitement? Alors, il est vrai que mais comme pour énormément de pays, on accueille en France des responsables politiques de différents pays d'Afrique, d'Afrique du Nord, mais pas que, parce qu'on a un système de santé exceptionnel, disons-le. Et après, il n'y a pas de principe de gratuité. Voilà. Et tous les hôpitaux factures sont payées. Les hôpitaux publics émettent ces factures. Je ne sais pas ce qu'il en est, peut-être dans les hôpitaux militaires sur certains sujets, mais les factures sont émises. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui si elles sont toutes payées, mais il n'y a pas de principe selon lequel il y a un droit de tirage de ces pays. Non, parce que j'entends beaucoup dire les étrangers viennent se faire soigner gratuitement en France. Or, c'est vrai ou c'est faux? Alors, quels étrangers? Si c'est les dignitaires, il n'y a pas de principe. Peut-être qu'à des moments, il y a des accords diplomatiques, je n'en sais rien. Et puis sinon, ce qu'on a montré aujourd'hui, les différents dispositifs, notamment, par exemple, les titres de séjour pour soins, c'est des volumes totalement dérisoires. Mais là, on parle pas des dignitaires, on parle, voilà, on est sur quelques milliers de personnes par an qui viennent de l'étranger se faire soigner en France et qui passent d'abord par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui sont vus par un médecin, où on vérifie que dans leur pays il n'y a pas la capacité de les soigner, et dans certaines conditions très restrictives. Je crois que le chiffre de l'année passée c'était 3000 qui sont venus se faire soigner. On est sur quelque chose de très très limité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas des filières, on le sait. Il y a eu pendant longtemps une filière géorgienne sur des greffes, et ça, on lutte contre ça parce que ça met, c'est comme d'habitude, les abus pèsent sur ceux qui respectent les règles. Voilà, donc il faut les combattre. Bien, Aurélien Rousseau, puisqu'on parle de l'Algérie, le régime algérien, est-ce que vous pensez que le régime algérien instrumentalise les Algériens de France ? Moi, je pense que le sujet aujourd'hui, c'est qu'on est débordé des deux côtés par une histoire qui nous déborde. Voilà, je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il y aurait une forme de rente mémorielle, etc. On est quand même pas allé au bout des débats sur ces sujets. Mais oui, aujourd'hui, on a un régime qui dictatorial. Autoritaire. De fait autoritaire. Voilà. Et je pense pas qu'il instrumentalise directement, mais quand on vient d'Algérie, quand on est né en Algérie, quand on a un attachement pour ce pays, et
Autant je pense que le sujet, par exemple, des migrations, des visas, des conditions d'accès au territoire national, c'est un sujet qu'il faut sans doute revoir. Autant dire qu'ils ne font que de la rente mémorielle, je trouve que c'est exagéré par rapport à la... Enfin, c'est exagéré. Ça n'est pas la réalité. Oui, on a une histoire avec l'Algérie qui n'est pas soldée. Voilà. Donc, il faut trouver les voies et moyens. Et si on monte chacun des deux côtés sur comment dirais-je, pour se mettre en scène, eh ben ça donne le fiasco de l'expulsion de cet influenceur montpelliérain qu'on met dans un avion, que les Algériens nous renvoient et qui est aujourd'hui en centre de rétention. Il ne fallait pas le mettre dans un avion ? Il fallait le mettre dans un avion, il fallait l'expulser, mais on voit bien que si on a zéro dialogue avec les autorités du pays d'en face, eh ben ils nous font ce que les Algériens ont fait, c'est-à-dire de lui refuser l'accès au territoire national. Donc on ne peut pas faire une politique d'immigration et de maîtrise de l'immigration, et là en l'occurrence c'est pas de l'immigration, c'était un influenceur qu'il fallait dénoncer. D'ailleurs, Michael Delafosse, le maire de Montpellier, l'avait fait, et ensuite il fallait dialoguer avec les autorités algériennes pour que, au moins sur ce symbole-là, on se prenne pas un soufflet. Merci Aurélien Rousseau d'être venu nous voir ce matin. Merci. Merci beaucoup. Il est 8h56.